Aujourd'hui, nous allons très simplement, et parce que c'est très doux et très beau, juste voir un poème de Victor Hugo, Demain des Lobes. Demain des Lobes est peut-être un des poèmes les plus connus de Victor Hugo. On en connaît souvent la chute, on va essayer de la ménager un peu avec la lecture. C'est un poème extrait des Contemplations. Demain, des lobes, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. C'est un poème qui est composé de 3 strophes qui sont 3-4, c'est-à-dire que chaque strophe fait 4 vers. Les rimes en sont très simples puisqu'elles sont croisées avec une alternance de rimes masculines et de rimes féminines. Je rappelle qu'on a sexualisé en français les sons comme les choses. C'est-à-dire que les rimes féminines sont, telles qui sont dites féminines, sont celles qui finissent par un E muet et qui sont souvent empreintes de douceur. La poésie classique française est fondée sur des jeux d'alternance, puis avant la poésie classique, mais sur des jeux d'alternance de rimes masculines et féminines, ce qui fait en fait aussi plus joli à l'oreille française. Parce que toutes les langues n'ont pas de E muet en fait. C'est un poème qui est très simplement écrit en alexandrin et qui semble simplement décrire une situation d'énonciation et qui touche énormément par la pudeur qu'il contient et qui est d'autant plus pathétique quand on comprend le poème. Mais on va rester d'abord sur la pudeur. C'est un poème qui est adressé à un tu qui n'est plus mystérieux à ce moment-là des contemplations, mais qui l'est en tout cas quand le poème est extrait, qui permet en général de faire un peu de civilisation, de biographie de Hugo. Mais on va rester sur ce tu. Habituellement en poésie, le jeu, qu'on appelle le jeu lyrique, l'équivalent du narrateur en poésie, s'adresse à un tu qui, en poésie amoureuse, est la dame. Et donc en fait l'adresse au tu, ce sera en général la muse ou la dame, ce qui n'est pas la même chose, mais qui équivaut souvent à la même chose. En poésie érotique, érotique ne veut pas forcément dire coquine, ça veut dire d'amour. Et ici, on retrouve bien ces topoi érotiques d'amour et d'un amour. Alors là, ma phrase a mal commencé, mais sans aucune connotation charnelle. Vraiment d'un amour, au contraire, pur. Tout le poème suit le mouvement du voyage du poète vers ce tu. Vers un tu qui est déréférencé et que la poésie amoureuse voudrait voir, derrière lequel la poésie amoureuse voudrait voir un genre de sujet, de tu d'adresse traditionnelle, mais cette adresse traditionnelle est déjouée à la fin du poème, comme on a pu l'entendre, parce que cet amour n'est pas un amour poétique traditionnel. Et donc il y a ainsi un entrelacement de genres ou de sous-genres poétiques qui sont le poème d'amour et ce qu'on appelle le tombeau. Un tombeau, c'est un poème qui est écrit en hommage à quelqu'un qui a disparu. Tout le voyage est relaté, mais ce n'est pas un récit, ni même un poème de voyage. C'est un poème qui a une autre particularité,
très frappante, c'est qu'il est écrit au futur de l'indicatif, un futur, tout ce qu'il y a de plus simple. Et en fait, très concrètement, le jeu poétique imagine le voyage qu'il fera jusqu'à ce tu, et il le fait en s'adressant à ce tu, et ce dès le deuxième vers. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. On va commencer par le premier quatrain. On est ici complètement dans le topos amoureux. Je vais le relire. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Hop. Alors, on peut remarquer que, que tout le ton semble assez simple, et pourrait même ressembler à une lettre de façon très prosaïque, à une lettre adressée à ce tu, et à une lettre qui serait plutôt amoureuse. Quels sont les topoïs amoureux que l'on peut reconnaître? Eh bien, le départ, aussi le départ tôt, qui peut signaler un empressement, l'attente de ce tu, la hâte, et puis donc même quelque chose de l'ordre des obstacles du voyage. On peut y reconnaître le héros mille un visage, si on veut voir du monomythe façon Campbell, mais on n'a pas besoin de Campbell pour savoir ce qu'est un récit de voyage, et de voyage amoureux. Et bien sûr, ce dernier vers de la strophe, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, qui dit une hâte et déjà ce qui est une absence insupportable. On va le faire vers à vers. Tout le premier vers est un vers temporel. C'est-à-dire qu'il fournit des indications temporelles par d'abord un adverbe, ensuite deux groupes prépositionnels qui vont être à la fois plus précis, sans qu'il y ait pour autant de précision, on va dire, absolue de type chiffre, et en même temps qui vont être d'un volume croissant. Alors parce que... Et toutes les précisions ici, enfin, ou en tout cas, la précision ici est véritablement relative par le demain. Ce qui fait que n'importe qui peut s'identifier avec un jeu qui demain partira. En fait, c'est plus facile de s'identifier avec quelqu'un qui annonce un voyage qu'avec quelqu'un qui est déjà en voyage, puisque quand on lit de la poésie, on est parfois dans le train, ou on voyage soi-même, un peu moins au XIXe siècle, cela dit, mais on peut plus facilement s'imaginer partir qu'être dans une coïncidence où on est déjà parti. Les notations temporelles sont particulièrement vagues et en même temps de plus en plus poétiques. Donc on va noter le demain, qui est finalement le repère temporel le plus... Enfin, qui est un repère temporel relativement précis, puisqu'il s'ancre dans une situation d'énonciation qui, en fait, peut être constamment renouvelée. C'est aussi ce demain de l'attente. Delob va commencer à introduire l'idée de la hâte par la préposition des, et en plus, bien sûr, le sens de l'aube, qui est bien un moment où se lève le soleil. Et en fait, là, on a de 2 à l'heure où blanchit la campagne. Et 8, oui, 4 et 8. Je suis vraiment fatiguée et touchée en ce moment. C'est-à-dire que là, on va avoir le double. Et ça va montrer comme un étirement. Ça va faire une espèce de dilatation temporelle par le rythme même du vers, qui manifeste, moi je trouve, quasiment déjà le départ par un vers qui lui-même semble se mettre en route. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Et cette mise en route, elle se prolonge avec le rejet et l'apparition du jeu en début de deuxième vers et à nouveau en groupe de 4. Mais sauf que là, on va avoir aussi le vois-tu, mais ça, c'est un vers qui est vraiment intéressant au niveau rythme.
On peut noter que la notation là ici aurait pu être absolue, vers 7h30. C'est plutôt l'heure où blanchit la campagne. Mais le fait d'avoir comme ça un groupe prépositionnel incluant une relative donne à la fois l'impression d'une précision, tout en étant une précision de poète. Parce qu'il faut bien être poète pour reconnaître l'heure où blanchit la campagne, ou au moins connaître quelque chose de l'ordre de la nature, donc évidemment de la campagne, hein, qui est placée en bout de vers, mais aussi donc de ces différentes transformations, on va dire météorologiques. Ainsi, ça va également donner quelque chose qui est presque épique dans le procédé et très prosaïque dans ce qui est décrit. Et ça, c'est un mélange de... Alors, c'est pas exactement un mélange de registres, mais ça va permettre d'avoir ce registre extrêmement simple, très oral, et qui en même temps a quelque chose de solennel, en fait. Donc j'ai déjà commenté le rejet, qui valorise le jeu, mais un jeu qui n'apparaît quand même qu'au deuxième vers. Et ce jeu, il va immédiatement appeler un tu. Ce qui en linguistique est toujours implicite s'il y a un discours, c'est qu'il y a une énonciation et c'est qu'il y a un jeu qui s'adresse à un tu, même si on lit une notice de médicament et que le jeu et le tu ne sont pas exprimés. Parce qu'il y a une situation de communication. Le fabricant s'adresse par exemple à l'usager du médicament et par derrière lui aux autorités de régulation pour montrer qu'il s'est bien adressé à l'usager de la bonne façon pour que le médicament soit mis sur le marché, par exemple. C'est tout ça, la situation de communication. Et donc c'est pour ça que quand on lit, on se dit « Ah ben tiens, il se couvre pour ça ». C'est pas à vous qui s'adresse à ce niveau-là. C'est un peu à vous, mais c'est surtout à ça. À ces autres communications. C'est des gages. Et là, dans un poème lyrique, le jeu est habituel, le tu l'est aussi, mais l'est moins. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une assurance tranquille dans l'attente affirmée et dans cette tournure orale. Vois-tu ? Le tutoiement, évidemment. Et cette certitude qui tient en une phrase, donc qui n'est pas simple, puisqu'il y a deux verbes conjugués, je sais que tu m'attends, vois-tu, je sais que tu m'attends, ça fait 3 verbes. Mais 3 verbes où il n'y a en fait que des pronoms, il n'y a aucun nom dans cette phrase. Donc, extrêmement simple et qui tisse la relation. Vois-tu, c'est fatigue, je m'adresse à toi. Et en même temps, dans ce vois-tu, il y a l'échange d'une connivence. Je sais ce que tu fais, tu m'attends. Et peut-être déjà aussi l'affirmation de quelque chose de l'ordre de la visualité, du visuel, qui apparaissait déjà, en fait, avec la relative précédente, où blanchit la campagne, qui nous plonge dans le paysage, non pas à la façon d'une ekphrasis, d'une description de tableau, ni même d'une... je sais plus comment on appelle ces descriptions qui donnent l'impression d'y être. On n'est pas une médiatrice puisque tout est au futur, mais le trajet va quand même se dérouler par des images qui vont être assez suggestives et qui en même temps vont faire parler donc cette vision ensuite plus tard. Donc une connivence est tissée jusqu'au plutôt renouement d'une présence. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Troisième vers, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, balancement parfait. Parallélisme de construction. C'est un vers parfait, ça vraiment. Et qui reprend bien sûr la montagne, notamment par le motif de la nature, campagne, forêt, montagne. On pourrait presque croire à un catalogue de vacances. Mais surtout la mise à la rime, campagne, montagne, les deux
Globalement, quand on parle de campagne, on pense plutôt à la plaine qu'à la montagne. Euh, et qui va montrer, qui va suggérer une grande distance parcourue, presque comme dans les contes ou dans les promesses d'amour. Et c'est à cela que l'on pense. C'est ces connotations-là qui sont charriées par ces mots si simples, et justement parce qu'ils sont si simples. Et je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Là aussi, vers parfait, hein, avec la coupure à l'hémistiche. Et on peut voir finalement comment, hop, il y avait un vers qui s'est tiré, ça s'arrête. C'est simple. Les deux balancements. Et donc le 6-6 très marqué, et un 6-6 moins marqué en quatrième. Qui apparaît ainsi par ses effets rythmiques et aussi par son propos, évidemment comme une clausule. C'est-à-dire comme une forme de conclusion provisoire de cette première strophe. J'aurais pu dire d'ailleurs dans l'introduction, si j'avais pensé que c'était une introduction, que ces 3 strophes de quatrain pourraient rappeler la forme du sonnet. Mais on rappelle qu'un sonnet, c'est de quatrain, de tercets, 4 strophes et des strophes qui seront et plus nombreuses et plus courtes pour les dernières. On n'y est pas. Et donc on est sur une forme qui est à la fois formalisée et informe. Et donc qui, là aussi, se joue des attentes. En tout cas, là, la promesse d'amour se dit par ce qui est presque de l'ordre d'une prouesse dans le parcours, et cet aveu, donc, ah, je sais que tu m'attends, qu'on retrouve aussi dans les contes de fées, dans les légendes, hein, je pense à le Relaille, des choses comme ça. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. On a ici un vers que j'ai envie de qualifier de plus lyrique, donc le retour du jeu, hein, mais qui, demain, je, ça c'est pas très forcément très marquant. Un peu plus lyrique dans les connotations des termes, demeurer et plus, en plus d'être bon pour faire le vers, hein, mais a une connotation plus noble que rester. Et la réunion annoncée par le départ d'un côté, l'attente de l'autre, mais qui n'est pas encore dite, hein. C'est juste annoncé là, c'est sous-entendu. Ça, c'est notre cerveau romanesque, hein, qui se dit, s'il a quelqu'un d'aimer et que la personne aimée sait qu'elle a attendu, ou plutôt si quelqu'un part et en disant je sais que tu m'attends, on imagine que la personne arrive. Et notre cerveau, boum, se met en mode romanesque, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, parfait vers blanc dans une lettre d'amour. On notera la mise à la rime de longtemps, qui a l'air de rimer sans aucune audace avec tu m'attends, sauf qu'ici ce qui est renouvelle, si l'on peut dire, ce qui twiste un peu, ce qui pourrait être presque de l'ordre de la tautologie, c'est de voir là que c'est le tu qui attend et que l'impatience va des deux côtés, et que finalement la mise en mouvement était aussi une attente de l'autre côté pour un autre mouvement, si l'on peut dire. Le puis aussi, forme un peu archaïque de peu, pas non plus ultra archaïque, hein, mais un peu plus littéraire, va aller dans ce sens-là. Et donc toute cette première strophe semble le début d'une strophe d'amour. Il est fort, hein. On continue, deuxième strophe. Je vais la lire. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. J'ai l'impression que la mise au point se fait plus. C'est bon. Alors ça, c'est une strophe qui est tout entièrement dédiée au jeu lyrique et qui décrit finalement, et de façon presque déroutante, non pas le voyage mais le voyageur, qui sait comment il va voyager. On va le décrire un peu. Et là, finalement, on est déjà un peu surpris parce que le poème d'amour
n'a pas l'air si heureux. On se rappelle de la visualité qui était peut-être sous-entendue avec vois-tu, les mentions de paysage, le blanchiment de la campagne. Et pourtant, toute cette visualité, pour un poète comme Hugo, grand poète de l'image, est laissée de côté par cette image des yeux fixés sur les pensées. Donc, je marcherai, reprends, je partirai. Et tout le paysage est refusé pour l'en-dedans du jeu lyrique, qui n'est même plus un en-dedans, qui pense au but du voyage. Comme Julien Sorel, dans le fiacre, qui ne voit rien, qui ne peut plus écrire, tellement il a hâte d'arriver auprès de Madame de Rênal. Je vous laisse lire la fin pour comprendre sa hâte. Mais sur un renfermement, et un renfermement qui devient un genre d'indifférence. Cette indifférence, elle se dit par la négative, c'est-à-dire déjà par la privation sensorielle ou l'indifférence sensorielle, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Boum, nouveau parallélisme avec la répétition pour ce vers-là, qui nie autant la visualité que les sonorités, et j'avais relevé quelques éléments. On peut voir comment... ah non, je vais encore attendre un peu pour le dire, ça. Et finalement, donc, toutes ces négations vont renfermer vers le poète, et on a un effet... On avait un effet de parcours, et là on a un effet de focus, comme ne le fait pas ma caméra s'il a l'air de l'avoir refait, vers l'intériorité du poète, qui dans le même temps n'est jamais dévoilé mais tout juste suggéré. On va quand même en avoir une petite ébauche à la fin de la strophe. Parce que la négation du monde, voilà, on avait tout ce vaste monde autour, et il est nié progressivement, d'abord par l'indifférence, donc des sens. Donc les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors. Donc en fait, c'est dans le dedans. Est-ce que ces pensées... Donc mes pensées, c'est un discours narrativisé. C'est un discours qui pourrait résumer ce que pense le jeu lyrique. Ce résumé, on ne l'aura pas dans le poème. C'est en fait l'attitude du poète qui va suggérer l'état et les pensées du poète. Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Donc c'est... une espèce de négation renouvelée, mais qui est quand même appuyée. Il faut montrer les marques d'insistance. Et à partir du 7e vers, seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées, là on va avoir le portrait, comme de l'extérieur du poète, qui ne se voit pas mais peut quand même imaginer à quoi il ressemble, et qui dans le même temps s'en désintéresse puisqu'il est seul inconnu. Et donc, c'est ici que le pathos, en fait, commence à vraiment émerger dans le poème, par l'attitude de ce poète, pourtant extrêmement célèbre, mais ramené à une solitude qui finalement nie le parcours qu'il est en train de faire, ou le nierait s'il s'agissait d'un parcours amoureux, et sa décélébrité, si l'on peut dire, si on me permet le néologisme, qui le ramène à une condition absolument humaine et misérable dans son humanité. Le dos courbé, les mains croisées, ça pourrait presque être une position de prisonnier. C'est aussi, non pas la position de quelqu'un qui prie, où les mains seraient devant, mais de quelqu'un qui songe. On se rappelle les pensées qu'on avait 2 vers avant, et justement pensées et croisées, donc pour les mains, sont mis à la rime. On peut noter également comment les mains répondent aux pensées. Finalement, l'image, c'est que les pensées sont comme enfermées dans les mains et ne sortent pas.
et les mains vont suggérer ce qui se déroule en fait de pensée qui remplace le plaisir du paysage. Le paysage a disparu pour ce portrait en pied finalement du poète voyageur. 4e vers, triste. Ça, c'est ce qu'on appelle une épithète détachée et très détachée, puisqu'on a 2 vers qui séparent le vers 5 et le vers 8. Et ça permet une mise en relief, en plus avec le fait de le mettre au début du vers, ça fait une mise en relief énorme. Il faut se rappeler que triste, c'est un mot qui a un sens extrêmement fort. Alors, chez Hugo encore, très fort aussi chez Racine, et qui est prolongé par une hyperbate. Une hyperbate, c'est un ajout qui n'est pas nécessaire syntaxiquement et qui n'est pas forcément attendu. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Là, on a un peu le même effet en fait que pour la première strophe, c'est-à-dire que les 3 premiers vers sont assez prosaïques et le 4e est plus lyrique. Il va être plus littéraire, en fait, plus poétique. Et là, c'est cette hyperbate qui résume, qui fait aussi clausule, comme pour la strophe précédente, c'est-à-dire qui va résumer l'ensemble, donne l'impression d'un bouleversement météorologique, voire cosmique, le jour qui devient la nuit. En fait, ça permet de redire l'indifférence visuelle et auditive en faisant... C'est en fait un... Obscur les allées sous la nuit solitaire. Oh, c'est en plus ma fille. Ah, c'est unipalage. C'est un genre d'hypalage, c'est-à-dire que... Alors, pas tout à fait parce qu'il y a une comparaison, comme la nuit, mais l'indifférence laisse entendre un bouleversement cosmique ou cosmologique qui est en fait lié à cette perte d'essence par le poète. La 3e strophe prolonge cette perte de la visualité, du sens de la vision. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. On retrouve encore la première personne, on retrouve encore bien sûr le futur simple, et on va avoir des jeux de contraste entre la splendeur d'un paysage et d'un paysage qui va, pas s'incarner parce qu'un paysage n'a pas de chair, mais se préciser référentiellement, et la perte des sens esthétiques qui pourtant fondent normalement la vie du poète et du jeu poétique, et cela jusqu'au dernier vers. On va les reprendre. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Donc là, hop, ça se joue vraiment en distique, en doublé, par le balancement ni-ni, et on a encore cet effet qui est très présent chez Hugo, de gonflement, d'amplification, parce que la 2e partie de la négation est plus longue. Donc ça fait des effets de ronflement de tambour dans certains textes. Pas ici, là, on n'est pas dans les tambours. Mais moi je trouve que ça suggère un regard mélancolique. Ou un regard traînant sur le paysage, ou s'attardant, comme on dit, sur le paysage. Traîner, c'est pas très joli. Qui est pourtant nié. Et en fait, c'est parce qu'il est nié que va être mise en relief la tristesse précédente et la raison de la tristesse de la fin du poème. C'est-à-dire, l'or du soir qui tombe, c'est une métaphore splendide pour parler d'un coucher de soleil. Et donc, la poésie, ou ce qui fonde la poésie, est à la fois affirmé tout en étant nié, puisque toute cette poésie, tout comme le monde, n'a plus d'importance dans la quête, qui est celle du poème. Tout comme, finalement, par métonymie de ce qui est déjà une métonymie, les voiles, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. Alors les voiles, c'est une métonymie pour les bateaux, c'est une métonymie très courante de désigner
un bateau, en disant, voilà, enfin, les voiles comme ça en poésie, qui vont désigner les bateaux, puisque alors, en fait c'est lié à la rotondité de la Terre. Quand un bateau il apparaît à l'horizon, et c'est d'abord la voile qui apparaît. Et ça c'est parce que la Terre est ronde en fait. On le sait depuis longtemps. Bon, ici c'est pas qu'ils ne voient que les voiles, alors les voiles elles se voient un peu plus que les coques aussi, pour plein de raisons, elles sont dessus. Mais bon, on a une espèce de métonymie, et je trouve étonnant que cette métonymie finalement symbolise aussi l'humanité. Une humanité qui a un nom, celui d'une ville, Harfleur, et qui en même temps va rattacher le poème à la biographie de Victor Hugo. Et ces voiles donc symbolisent bien sûr cette humanité navigante, et ce qui aurait pu être un regard, voilà, qui se perd sur cet horizon et s'interroge. Donc sont liés autant finalement le monde, le coucher de soleil, que l'humanité. Et dans le même temps, si on le rattache à la biographie, on est étreint et en plein pathos, parce que ces voiles se rappellent aussi l'événement dont il s'agit, ou plutôt qui explique pourquoi Victor Hugo va visiter ce tombeau. Et quand j'arriverai, et donc finalement il y aura une conclusion à ce parcours, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Et donc, retour du futur, on a en fait en ouverture du vers un et qui, bon, est une conjonction de coordination, tout ce qui est plus banal, mais l'emphase mise sur ce et donne à l'ensemble du texte, qui était à la fois très prosaïque et très solennel en même temps, ça va ancrer en fait les tonalités vétérotestamentaires de l'ensemble, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Et le Seigneur a dit, etc. Ça reprend la particule, je crois que c'est as en hébreu biblique, qui est souvent au début de vers en hébreu, et qui, je vous ai déjà dit tout ça je crois en vidéo, et donc ça permet ici d'avoir un effet de clausule, mais en même temps ça rajoute cet effet, qui a à la fois un effet donc de conclusion, d'arrivée, ce qui est en train de se passer dans ce futur, de l'indicatif, qui va vers la conclusion du poème. Et d'ailleurs, les mains croisées pouvaient être croisées devant tout à l'heure, pas forcément derrière. Je vais le redire ça. Et voilà, donc il donne cet accent un peu, moi je trouve, particulièrement solennel. Et dans la pudeur de cette solennité se trouve tout le pathétique. Je mettrai sur ta tombe. Alors on a bien un 6-6 parfait, un nouveau futur, le verbe principal qui est mis en relief sur le second hémistiche comme ça. Et surtout, évidemment, l'adresse ta tombe. Donc on se rappelle de l'adresse orale, qui en fait était une adresse à une personne morte. On va noter comment la tombe rime de façon lourde, avec l'or qui tombe, mais en même temps on ne l'avait pas entendu et on est surpris. Et on voit comment tout le paysage tend et appelle et dit ce deuil qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire et qui est impossible. Alors on va un peu l'expliquer ici, mais très rapidement. C'est sur la tombe de sa fille Léopoldine que va Victor Hugo dans ce poème. C'est quand même le grand objet des contemplations. Et sa fille s'est donc noyée. Donc là, il s'adresse à elle. Et donc c'est bien un poème d'amour, mais évidemment sans connotation érotique type charnel. Mais un poème donc sur la perte d'un enfant et sur un deuil impossible. Le dernier vers, un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs, extrêmement doux par les assonances en ou, avec un petit rappel avec le U,
et surtout l'allitération en R, qui est une liquide, et qu'on avait déjà avec Harfleur, j'arriverai, je mettrai. Donc tout ça, qui est parfaitement liquide, et cette liquidité n'est pas un hasard à mon avis. Et donc ce bouquet qui rappelle les mains croisées, donc qui n'étaient pas forcément croisées dans le dos, mais qui pouvaient aussi être croisées devant sans forcément être jointes, et donc qui tenait un bouquet pour une morte, sans que ce bouquet soit explicité jusqu'au bout, puisque finalement, ce qui pourrait s'apparenter à un concetto dans ce poème, c'est ce bouquet. C'est-à-dire, c'est le don lui-même, comme on peut faire effectivement à plutôt une femme, il me semble, mais moi j'ai déjà offert des fleurs à des hommes. Mais voilà, qui va être ce cadeau, puis là de toute façon sa fille est une femme, et un bouquet qui a l'air d'une grande simplicité, on va reparler de ce bouquet, et donc c'est ce don qui relie l'un à l'autre, sur le dépôt d'une gerbe, d'une fleur ici, d'un bouquet simple et de végétation sauvage, naturelle, qui pourrait être attrapée en passant, sauf que le houver et la bruyère en fleurs ne fleurissent pas à la même saison. Et là, c'est à Monsieur Aristizabal, mon professeur de première, que je dois ces remarques. Le français, bien sûr. Le houver, c'est plutôt une plante hivernale, et la bruyère en fleurs, une plante printanière, voire estivale. Et donc l'alliance des deux crée des choses que l'on retrouve dans la peinture flamande, qui est en fait un bouquet impossible. Alors, il faut oublier les serres kenyanes, hollandaises, des fleurs actuelles. On parle des fleurs naturelles, et puis le houver et les bruyères en fleurs. Je sais pas, il y a peut-être des serres où il y a du hou, je ne sais pas, avec des clims. Mais c'est un bouquet qui est impossible. Et qui, comme les peintures, qui a la même fonction en fait que les peintures flamandes, les natures mortes flamandes, qui en représentant un bouquet impossible, montre la présence de Dieu, et finalement aussi ce que peut faire l'art, et que ne peut pas faire la vie, dans un cadeau impossible, pour combler un deuil impossible. On notera comment fleur rime avec harfleur, là aussi, comme sans surprise. Mais l'un et l'autre, finalement, c'est comme s'il s'agissait de remotiver le nom de la ville, maudite par la beauté poétique, qui ne comble pas le deuil, mais qui permet toujours l'hommage, ou on dit aujourd'hui le famage. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.